vous écoutez RTL. Première radio de France. Sur toute la terre, on mange des pommes de terre et vous m'entendez bien, bien, bien. On mange des pommes de terre et vous m'entendez bien. RTL. Pam, 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 poireaux, pommes de terre. Pam, 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 pommes de terre, poireaux. On mangera toujours des pommes de terre, que l'on soit natif aux fleurs ou d'ailleurs. La curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Moi je dis Hugues. vaut mieux les manger les pommes de terre que les chanter. chanter. C'est mon avis. C'était Michel Delpech, presque méconnaissable dans la dernière extrait de chanson. Et avant lui, évidemment, Maurice Chevalier. Et puis Bazoche. Alors, je vais vous raconter une petite scène de la vie quotidienne de l'équipe de la curiosité. Et c'est reparti. Tous les soirs, avant l'émission, vers 19h, on va à la cantine d'RTL avec Sidonie, André Facetta, notre réalisateur. Il y a Gérald Chaland qui passe une tête en général pour dire il serait temps de descendre pour enregistrer les bandes annonces. Et donc, c'est un soir à la cantine, en mangeant de la purée, qu'on s'est dit mais d'où vient la patate, bon sang? Elle a poussé où la première patate sur Terre? Et pour répondre à cette question, il y avait une seule personne. On le savait parce qu'on l'avait déjà reçu pour nous parler de pâtes, si je me souviens bien, avec William Ledeuil, le grand chef de The Kitchen Gallery. Et cet invité, c'est Pierre-Brice Lebrun. Bonsoir. 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 Bienvenue. Bonsoir. Alors, est-ce qu'on sait dans quelle région du monde les premières patates sont apparues? Oui, c'est la Cordillère des Andes, le bas de la Cordillère des Andes, les pieds de la Cordillère des Andes, principalement le Pérou, le Chili. La première qui est arrivée en Europe venait de Colombie. Et les plus vieilles traces, parce qu'il y a des chercheurs qui cherchent des traces de pommes de terre, c'est 8000 ans avant Jésus-Christ au Pérou. Et c'était la même patate qu'on connaît aujourd'hui? Alors il y en a toujours là-bas qui poussent de façon sauvage, des patates sauvages qui poussent comme ça toutes seules, mais c'était en gros la même que celles qui sont arrivées en Europe, sachant que toutes celles qu'on a aujourd'hui sont des hybrides. Il y a quasiment plus, il y a quelques associations à gauche à droite en Bretagne ailleurs qui retrouvent les vieilles souches de pommes de terre et qui font des analyses ADN des pommes de terre pour voir d'où elles viennent. Parce que c'est comme ça qu'on remonte à la source, si j'ose C'est dire. comme ça qu'on sait que la première en France était colombienne, enfin en Europe était colombienne. Et donc on essaye de retrouver les anciennes variétés, mais c'est quasiment que des hybrides. Parfois des hybrides. Comment elles sont arrivées ces pommes de terre en Europe et à quelle période? Alors c'est les conquistadors, comme beaucoup, le café, etc. Les conquistadors, les premières traces écrites, c'est aux alentours de 1550. On pense qu'elles sont arrivées en Europe vers 1530-1540, en Espagne. C'est probablement les marins qui les ont ramenées. Plus que les scientifiques qui étaient à bord ou les militaires, les marins les ont ramenés pour les manger tout simplement parce que la traversée était longue. Et c'est sûrement eux qui ont baladé la pomme de terre de port en port. C'est comme ça qu'elle est arrivée en Belgique, à Anvers. C'est comme ça qu'elle est arrivée en Angleterre. Voilà, qu'elle s'est baladée. Et en France, quand on découvre la pomme de terre, c'est tout de suite un succès. On se dit mais quel délice, on va en faire notre quotidien. En fait, a priori, oui, bien avant Parmentier, on en mange un peu partout, principalement dans le Doubs actuel, donc aux alentours de Montbéliard. Il y a les frères Bohin, Gaspard Bohin et son frère, donc du coup, je ne sais plus le prénom, qui ont créé un jardin botanique et ils cultivent toutes les plantes qu'on peut leur envoyer de gauche et de droite et ils récupèrent cette pomme de terre d'Italie où elle est arrivée parce que le roi d'Espagne l'a offerte au pape pour soigner sa maladie. Alors on dit pas quelle maladie, mais officiellement c'est une maladie qu'un pape peut pas avoir, donc on évite on va dire que c'est autre chose, quoi. C'est une maladie qu'un pape ne devrait pas une maladie attraper. Sexuellement transmissible peut-être. A priori, voilà, mais voilà. On prononce jamais, on appelle ça sa maladie, entre guillemets, comme ça on est tranquille. Et attendez, sa patate a guéri sa maladie, parce que moi je savais pas non, que les pommes mais de terre ça guérissait. Sainte Thérèse d'Avila pensait que ça soignait tout. Et donc du coup ils ont essayé ça, et puis c'est l'intention qui compte, donc il lui amène un machin pour le soigner. Après ça marche ou ça marche pas, il l'a en tout cas reçu. Et de là la pomme de terre s'est baladée, elle a remonté. En fait la pomme de terre a contourné la France, soit par la mer, soit par la terre, en passant par la Suisse. Elle est arrivée donc à Montbéliard, et puis ensuite on la retrouve en Belgique. Il y a vraiment eu, la France a été épargnée en fait par la patate. Je sais pas pourquoi. Pierre-Brice Lebrun, vous publiez un petit traité de la pomme de terre et de la frite aux éditions Le Sureau. Rien que le titre nous donne envie d'en goûter, d'en manger quelques bonnes frites. On va raconter tout à l'heure comment elle est devenue tendance et on va peut-être tordre le cou à la réputation de Monsieur Parmentier. Ça, il faut se garder ça pour tout à l'heure. Mais d'abord, tiens, un peu de sémantique. La patate, c'est toujours appelé comme ça? Mais non, en fait, elle s'appelait papas. Et quand on l'a offerte au pape, ça faisait mauvais genre. Parce que
papas au pape, ils se sont dit non, il va pas apprécier. Il va Et pas donc l'aimer. ils sont basés sur la pomme de terre douce qui s'appelle La la patate douce. batatas, la patate douce qui s'appelle la batatas. Ah Et du d'accord, coup, en ils l'ont fait. appelé patatas. D'accord, patate douce, ça a donné patate et potatoes aussi C'est ça, voilà. en anglais, C'est ça. d'accord. Donc ils ont appelé ça patatas pour pas que ça fasse papas. Et c'était la papas colombianas à l'époque. Et ils se sont dit non, on va voilà. Mais la pomme de terre, en fait, c'est où la patate? C'est un légume ou c'est un féculent ou les c'est la deux. même chose? Ah Les oui. deux, mon capitaine. C'est un légume considéré comme un féculent à cause de sa concentration en amidon. Donc elle a le double effet en fait, légume et féculent. Et il y a quoi dans une pomme de terre? Drôle de question. Alors, Il y a il y a principalement l'amidon, de l'eau, alors ouais. beaucoup d'amidon, 77% d'eau, ce qui est pas énorme. Ça a l'air C'est moins comme ça, que dans mais- les légumes. Ah oui, quoi. 90% dans les Ouais. légumes verts. Voilà, puis il y a beaucoup d'amidon, énormément d'amidon, puis un certain nombre de choses. Il y a très peu de matière grasse, par contre, contrairement à ce qu'on pense. Ce qui est très gras, c'est ce qu'on va faire de la pomme de terre, c'est-à-dire c'est 80 kilocalories pour 100 grammes à peu près, mais si jamais on en fait des frites, c'est 400 pour Ben 100 oui, grammes. Voilà, parce donc qu'il y a un c'est- peu d'huile, il y a un peu d'huile un tout petit ou peu. autre matière grasse C'est dedans. comme les pâtes quand vous rajoutez de la bolognaise, quoi. Tout de suite, ça gonfle un peu. Ouais. Et Voilà, patate, ça me fait penser à Super Dupont, l'un des personnages de Gottlieb qui faisait la promotion des pâtes à la française. Et vous vous souvenez de ça? Oui, Il y avait, Super il y avait Dupont, 0,1% de sel et 99,9% rien que du bon. c'est ça. Ouais. Bah, c'est pareil pour la Oui, c'est patate ça. en fait. Oui, c'est ça. La patate, on peut la manger partout, avec, autant dans chez un étoilé que partout. Quoi, il y en a partout. C'est Bon. un plat universel et pour tous les budgets, tous les niveaux. Voilà. Alors ce monsieur Parmentier qui soi-disant a tout inventé et nous a légué le hachis mais aussi a rendu célèbre la patate, c'est vrai tout ça? Pas sûr, hein. Restez avec nous sur RTL. Vous écoutez RTL. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. La curiosité est un vilain défaut. RTL. On en mange très souvent, tous les jours pour certains et sous des formes très variées, mais connaît-on vraiment l'histoire de la pomme de terre? Oui, grâce à la curiosité, grâce à notre invité gourmand, l'écrivain Pierre-Brice Lebrun. Alors Pierre-Brice, qu'est-ce que j'apprends? Parmentier, monsieur Parmentier n'est pas l'inventeur de la pomme de terre. Mais c'est qui les vrais pionniers alors de la patate en France? Les vrais pionniers, c'est bien avant. Donc, c'est les frères Bohin à Montbéliard. C'est Charles de l'Écluse, qu'on appelle Clusius en latin, qui est un des premiers à l'avoir planté, dessiné, etc. Attendez, Olivier dessiner Dessay. la pomme de terre, on dessine un légume. Ah bah oui, pour savoir exactement comment il est, pour connaître, pour le passer de botaniste en botaniste, pour Ah le oui, regarder. C'était On un dessine- botaniste. Voilà, c'est ça. On dessine aussi les fleurs, les feuilles. On se rend compte qu'il y a plusieurs variétés, plusieurs fleurs. Il y a des fleurs violettes, il y a des fleurs blanches, donc il y a plusieurs types de pommes de terre. Il commence déjà à classer tout ça. Et on est fin 16e en fait. Donc, Ah ouais. Parmentier arrive un siècle plus tard. Oui, et dans votre livre, ce petit traité de la pomme de terre et de la frite publié aux éditions Le Sureau, il y a aussi un certain Lancelot de Casteau. Qui est-il? Alors Lancelot du Casteau, c'est un cuisinier belge, francophone, wallon de Liège. Enfin, Il y a de la fierté dans votre voix Ouais, quand un vous dites petit ça. peu, il est de chez moi. Et donc il a publié un livre en 1604 qui s'appelle Ouverture de cuisine, dans lequel il donne un certain nombre de recettes assez étonnantes pour l'époque. Et entre autres, il parle de 4 recettes de tartoufle. Et tartoufle, ça vient d'italien taratoufli, et ça a pendant tout un temps désigné autant la truffe que la pomme de terre. Et donc il y a eu une controverse en Belgique. Ça n'a pas le même goût pourtant. Hein. Eh bien non, mais en latin ça se disait pas, enfin en italien comme ça, et puis après Ce sont deux refrancisé. tubercules, donc il y a Ce sont deux il y a tubercules. une logique. Mais Voilà, bon. exactement. Et ça a donné Kartoffel d'ailleurs. Enfin, on est sur l'idée de voilà. D'accord. Et donc il y a une controverse en Belgique. Est-ce qu'il a cuisiné des pommes de terre ou pas dans un banquet dont on a le menu avec ces quatre taratoufles? Alors a priori non, c'est pas. Lui appelé tartoufle, excusez-moi. Ouais. Et donc a priori non, il n'a pas cuisiné. Non mais c'est important s'il écoute. Il a pas cuisiné la pomme de terre, mais techniquement ça aurait probablement pu à cause ou grâce aux marins espagnols qui fréquentaient le port d'Anvers. Enfin, etc. Techniquement ça aurait pu, mais vraisemblablement vu les recettes, non, c'était des truffes. Mais Pierre-Brice Lebrun, si le nom de Parmentier quand même a traversé les siècles, c'est qu'il y a une raison. Il faisait quoi? Qu'est-ce Alors qu'on il lui doit? était pharmacien, apothicaire dans l'armée. Il était prisonnier 4 ou 5 fois par, on va dire les Allemands en gros, les Prussiens, et il mangeait les pommes de terre quand il était en prison. Et il s'est rendu compte qu'en fait c'était pas mauvais pour la santé. Et il a décidé toute sa vie, en fait, il a pas voulu promouvoir la pomme de terre, il a voulu promouvoir la fécule de pomme de terre. Donc il voulait faire un pain à base de pommes de terre. Donc la Ici, farine, on peut dire, de pommes de terre. la maïzena, si vous voulez, pour pas citer de marque. D'accord. Il voulait pas du tout promouvoir la pomme de terre en tant que légume. Et donc il a plus
plutôt fait de l'ombre à ceux qui voulaient promouvoir la pomme de terre comme un légume pour arriver à faire un pain de pomme de terre. Et comme ça n'a pas marché du tout, et que c'est un très bon communicant, à un moment donné, il a un tout petit peu retourné sa veste, il a un petit peu copié les travaux des autres et il a dit bonjour, pomme de terre. Il est allé voir le roi, il a offert des fleurs à la reine, enfin il a trouvé des fleurs de pommes de terre. Des fleurs de pommes de terre, oui, il est un peu monomaniaque. Alors, si on devait employer des termes d'aujourd'hui, on dirait qu'il a fait du marketing autour de la pomme de terre. C'est-à-dire qu'il a réussi à la rendre populaire, à la rendre de nouveau populaire, à en faire quoi, un objet de convoitise en quelque sorte. Moi, j'ai un peu l'impression qu'il a surtout fait du marketing autour de lui et que du coup, il est passé roi, empire, révolution, empire, tout ça, tranquille. Il a toujours gardé son poste, toujours en se mettant bien en avant, en ayant les bons copains qu'il fallait. Enfin voilà. Oui, puisque c'est l'époque charnière évidemment de l'histoire de France. Mais il a quand même une bonne idée quand il plante des pommes de terre. La plaine des Sablons. Oui. Il fait garder ces plantations. Donc d'un seul coup, comment réagissent les voisins Mais en fait, ça c'est la légende. On dit qu'il fait garder le jour pour que la nuit il n'y ait pas de garde et que les Parisiens viennent voler les pommes de terre en disant si on les garde le jour, c'est que ça a de la valeur. Sauf que c'est pas vrai. On a trouvé des lettres de Parmentier qui écrit à l'officier qui commande la garnison de Paris en lui disant mettez des hommes la nuit, ils vont me les piquer mes pommes de terre. Donc allez les protéger. Il y avait des soldats la journée parce que c'était une plaine de manœuvre tout simplement. Et donc une plaine de manœuvre est gardée par des soldats. Le soir ils rentrent chez eux. D'accord. Voilà. Est-ce que Monsieur Parmentier a quand même inventé le hachis qui porte son nom? Alors non, pas du tout. Non plus. Mais il n'a rien fait, Steve. Non, il est arrivé bien plus tard. On n'a pas de date précise, mais non, il y a aucune trace écrite qui laisse penser même qu'il cuisinait. Déjà, il savait pas faire du pain, donc avant qu'il fasse du hachis. Donc c'est quoi, une invention marketing ou c'est un cuisinier qui a associé Parmentier et hachis? Mais en fait, c'est que 1870-1871, les hussards noirs de la Troisième République cherchent des héros laïques, positifs, un peu sympas, qui s'occupent du peuple. Donc il y a Pasteur, évidemment, et puis il y a Parmentier. Et donc c'est à ce moment-là qu'on va mettre Parmentier en avant, avec les images d'Épinal. On n'est d'ailleurs pas sûr qu'il a offert des fleurs à Marie-Antoinette, c'est une image d'Épinal, mais on pense, mais personne d'autre que Parmentier ne le raconte. Et donc on va promouvoir Parmentier à ce moment-là. Et tout un temps, on appellera la pomme de terre la parmentière. Il y aura le nom tout un temps. Donc le hachis Parmentier, c'est simplement le hachis à base de pommes de terre. Et puis effectivement, il y a un cuisinier qui a dû avoir l'idée de lui attribuer ça. Ouais. Pierre-Brice Lebin, du coup, vous lui tordez le cou, monsieur Parmentier. Vous êtes excusé, c'est ce que vous racontez en préambule, en quelque sorte, de votre petit traité de la pomme de terre et de la frite. Vous êtes allé où pour vous excuser? Je suis allé au Père-Lachaise. Je suis allé sur sa tombe au Père-Lachaise. Vous avez été entendu? Je sais pas, il m'a pas répondu, mais en même temps, on a discuté, c'était un peu un monologue, mais oui, je suis resté un moment. Mais qu'est-ce que vous lui avez dit? Je lui ai expliqué un peu ce que j'avais écrit dans le livre, tout. Je vais pas le prendre en traître. Et donc, c'est assez rigolo parce que la tombe de Parmentier est toujours entretenue, a priori par l'ordre des pharmaciens. En tout cas, c'est ce qu'on raconte au Père-Lachaise. Et il y a toujours des pommes de terre posées sur sa tombe en permanence. J'y suis allé 2-3 fois, enfin par hasard, et puis une fois pour discuter avec lui. Et vous y avez forcément déposé un beau bouquet de fleurs de pommes de terre? Non, rien. J'ai même pas laissé un exemplaire du bouquin. Je me suis dit que j'étais pas sûr qu'il le dise. Bon, il vous en veut pas. On a parlé de lui pendant 10 minutes sur RTL ce soir, donc c'est bon. Allez, la pomme de terre qui permet une gamme infinie de recettes. Mais avant de les cuisiner, comment bien les choisir? Réponse juste après les infos sur RTL. Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut. Est-ce qu'on peut mettre une fois le schmilblick dans le biberon des enfants? Quoi pensez-vous, monsieur? Ah, des frites. RTL. Là où il y a des frites, au rythme d'un orchestre qui fait des pam-pam, on s'enfile des litres. Le gros bleu, ça fait mieux passer les pam-pam. Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. Zapimax, Coluche évidemment, Stromae pour parler des frites. On mange des frites, de la purée, des chips, bref, on pourrait continuer la liste pendant longtemps. Ah oui, quand j'étais petite, parce que vous parlez souvent de vous, mais moi aussi j'ai eu une enfance, Thomas. C'est bien intéressante. Mes grands-parents à Carvignac, en Bretagne Sud, m'emmenaient souvent dans des kermesses et le grand truc c'était de manger des petites barquettes de frites avec du ketchup. Et ça c'était vraiment le légume de la kermesse. C'est pas un bon souvenir, mais ça un peu? Si, c'est un super bon souvenir, on en a tous des comme ça. Et notre invité aussi, l'écrivain Pierre-Brice Lebrin. Grâce à vous, on a appris tout à l'heure que la pomme de terre, le berceau de la pomme de terre sur Terre, c'était la région de la Cordillère des Andes, la Colombie, et qu'elle était arrivée en Europe, cette pomme de terre, avec les conquistadors, comme beaucoup d'autres produits d'ailleurs, comme le café ou le chocolat, si je ne me trompe, les deux. Ouais. Alors vous êtes d'origine belge, je crois, donc amoureux de la bonne cuisine et des bonnes frites. C'est ce qui vous rend le plus triste au restaurant? Ah oui, des mauvaises frites, c'est un cauchemar. C'est vrai. C'est quoi une mauvaise frite?
C'est une frite molle qui n'a pas de goût ou qui est trop graisseuse. Voilà, c'est une mauvaise frite. Pas une frite maison en fait. Ah bah elles peuvent être maison et pas bonnes. Ah oui. Oui, j'ai des adresses si vous voulez. Non, elles peuvent être immondes si elles sont maison. Ce qui compte pour bien comprendre, c'est la manière de les cuire, c'est ça? Ah oui. Ouais. C'est d'abord la variété de la pomme de terre, la façon dont elle est coupée, enfin, etc. Donc elle est trempée dans l'eau pour perdre un peu d'amidon. Et puis la façon dont elle est cuite, donc le type de graisse ou d'huile, plutôt graisse en Belgique, enfin bref, la température, enfin il y a plein, c'est une religion de cuire la frite. C'est une religion et il y a une formation. Vous avez suivi une formation de frituriste. Oui, vous avez fait croire ça à vos parents? Non, c'est vrai. Bravo. Mais je l'ai fait il n'y a pas très longtemps. Ah oui. Oui. J'étais en candidat libre, c'était pour des demandeurs d'emploi belges francophones. Donc j'ai fait partie de la première formation de frituriste francophone en Belgique, à Tournai, ça a duré 15 jours. Ah, je sais tout de la frite. J'ai tout appris, j'en ai fait, j'en ai vendu. Oui. Ouais. C'est un métier, ça n'a pas l'air, mais. Non, mais en même temps, c'est vrai qu'elles peuvent être dégueulasses et elles peuvent être délicieuses. Donc, et comme en Belgique, c'est très important, il ne faut pas les rater. Quand on est frituriste, sinon on fait faillite. Donc il faut vraiment faire très attention. Il y a beaucoup de vendeurs de frites en Belgique. 3000 frituristes. Pour un petit pays. C'est tout petit pays. Ouais, moins de 10 millions d'habitants, il y en a. Ouais. Donc c'est gigantesque. En proportion, c'est beaucoup. Alors pour être un bon frituriste, il faut évidemment choisir bien ses pommes de terre. On ne confond pas les pommes de terre déjà. Bon, patate douce et pommes de terre, ça c'est déjà bien. Mais comment on les classe? Comment elles sont répertoriées déjà les pommes de terre? En fait, il y a 3 catégories A, B, C, en fonction de leur comment on va dire, de leur fermeté ou de leur légèreté. La catégorie A, c'est plutôt les pommes de terre très fermes, qui restent fermes à la cuisson. Donc c'est plutôt celles qu'on va cuire à l'eau pour éviter qu'elles se délitent ou qu'elles partent en purée. Les B, elles sont un peu plus polyvalentes, mais elles sont assez fondantes. Donc c'est bien pour les raclettes quand on met du beurre dedans, du sel. Voilà. Donc elles fondent à l'intérieur. Elles sont très bien au barbecue, par exemple, parce qu'elles vont garder la chair va un petit peu voilà. Et puis de la catégorie C, elles sont un peu farineuses. Donc la chair a tendance à se désagréger à la cuisson. C'est le meilleur pour les frites. Justement. Ah oui, non. Parce que très chaud, oui, elles vont rester. C'est la binge. La binge qui est la pomme de terre. Mais il n'y a pas une histoire de couleur aussi Si, on dit que la catégorie. Alors, normalement, sur les filets de pommes de terre qu'on achète au supermarché, on se retrouve avec la couleur. La catégorie A, elle est verte, la B, elle est corail, et la C, elle est jaune. Ça, c'est un moyen tout simple pour les reconnaître. Oui. Donc, par exemple, le gratin dauphinois, ça, c'est un de mes plats préférés. Plutôt quelle catégorie? Dauphinois, moi je mettrais plutôt de la ferme, parce qu'on va la mettre au four, donc plutôt de la ferme pour qu'elle reste un peu croquante. Si on veut un gratin qui soit un peu plus liquide, tout dépend si on le cuit comme dans la tradition, c'est-à-dire d'abord au lait, le lendemain à la crème, enfin ça dépend comment on va le faire. Mais si on le fait bien et qu'on veut qu'il soit un peu en purée, de la B ou de la C, la B étant assez polyvalente. En fait, quand on ne sait pas si on met A ou C, on met B. Donc c'est le concept. Pour la purée, c'est les pommes de terre B. Voilà, oui. Un peu plus moelleuse. Pour l'écraser, ce sera bien. Oui. C'est quoi la pomme de terre la plus consommée en France? La binge et la charlotte. Probablement la charlotte en France et la binge en Belgique. On consomme peut-être plus de binge, mais on la consomme à travers les frites, les surgelés, les chips. On a un certain nombre de choses comme ça. Et la charlotte, qui l'a créée? Alors c'est en breton. Vous nous avez expliqué que c'est des créations en fait. Oui. C'est-à-dire qu'elles sont transgéniques? Ce sont des OGM, les pommes de terre? Non, c'est-à-dire qu'on va faire... En fait, il y a des pommes de terre mâles et femelles, et donc on va faire des reproductions de pommes de terre avec différentes variétés pour arriver à une pomme de terre de bonne taille, qui se tient bien à la cuisson, voilà. Mais comment on fait ça? Ça coupe une pomme de terre? Non, j'ai jamais assisté à ça. Non, je ne pense pas que ça coupe. En même temps, ça se passe sous terre. On ne sait pas. En fait, on ne sait pas, on n'est pas là. C'est une histoire de tubercules, je ne sais pas exactement comment ils font pour vous dire la vérité, mais si, c'est comme toutes les plantes, en fait. C'est le principe, c'est l'abeille, le pollen, enfin tous les machins là, qui butinent, c'est un peu le concept. Et donc la pomme de terre femelle et la pomme de terre mâle, on va surtout planter, il y a plus de femelles que de mâles, et on va planter que les femelles, les mâles. C'est pour ça quand vous essayez de planter des avocats, tout le monde essaie de planter des avocats, ça pousse jamais les avocats qui sont sur l'évier, parce qu'il y a que les avocats femelles qui poussent. Et comme on sait pas si on met un mâle ou une femelle, si vous mettez que des mâles, ça poussera jamais. D'accord. Faut avoir de la chance, c'est bonne pioche. C'est ça. Et donc cette Charlotte, qui l'a créée, et pourquoi a-t-il choisi ce nom? Alors c'est un Breton, il s'appelle Roger Salong, il travaillait pour l'INRA, et puis à la retraite, il a continué à s'amuser à faire des pommes de terre. Il s'installe à Châteauneuf-du-Faou. C'est bon, je prononce bien, je suis pas du Faou. C'est très bien. C'est en Bretagne, je sais pas si on C'est dit. Parfait. Et donc il était aussi très doué en camélia.
Et il a fait pousser plein de camélias, il a créé plein de camélias. Et quand il a eu une pomme de terre qui lui plaisait bien, il a voulu lui trouver un nom, mais un nom qui sorte de l'ordinaire. Et il s'est souvenu que le Hollandais qui s'appelle Cornelis de Vries, qui a créé la Binche, lui a donné le nom d'une de ses élèves. Bin, c'était le prénom de la petite fille. Et il a appelé Binche, ce qui veut dire petite Bin. Donc c'est un diminutif sympathique. Et il s'est dit, je vais trouver un prénom. Comme c'est la reine des pommes de terre, il me faut un prénom de reine. Et il a remarqué que dans toutes les familles royales, il y a une Charlotte, systématiquement. Et donc il a dit, voilà, Charlotte, ce sera la reine des pommes de terre. Ah bah voilà, encore une belle histoire qu'on découvre grâce à vous. Bon, on a bien choisi nos pommes de terre maintenant. Il faut les faire cuire. C'est simple ? Ah, peut-être pas si simple. Restez avec nous. Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut. RTL. On se régale dans la curiosité, on apprend l'histoire de la pomme de terre. Depuis tout à l'heure, on sait comment les choisir grâce à notre invité, l'écrivain Pierre-Brice Lebrun. Vous allez maintenant nous donner des conseils de cuisson. Et d'abord, pourquoi est-ce que c'est très important de ne pas les manger crues, les pommes de terre ? Parce qu'une grande partie de leur amidon est toxique, à peu près 20% est toxique, et qu'elles contiennent de la solanine, qui est comment on pourrait dire, qui a une action irritante sur le tube digestif, et qui est surtout présent quand la pomme de terre est pas très mûre. Et donc ça, plus l'amidon, c'est pas souhaitable. Mais il y a des animaux qui mangent des pommes de terre, par exemple les cochons. Alors les cochons, ça ne leur fait rien, mais ils sont assez résistants, les cochons. Par contre, peuvent manger les lapins, n'importe les quoi, chiens en peuvent manger fait. n'importe quoi. Par contre, les lapins, les chiens, les poules, c'est très dangereux. Un chien peut mourir d'avoir mangé des pommes de terre crues. Enfin, il faut quand même qu'il fasse une bonne gamelle, quoi. Mais oui, il faut ranger ses pommes de terre. il faut, parce qu'en plus, ça les attire. Ah bon ? Oui. Enfin, moi, tous les chiens que j'ai eus étaient fous de pommes de terre, et j'y suis pour rien. Non, je vous promets. vous rigolez. Je vous promets. Vous Mais, êtes frituriste, donc oui, je suis forcément. frituriste, mais moi, je les mange cuites et chaudes avec de la baïonnette. Mais les animaux les aiment cuites aussi, les pommes de terre ? Par exemple, si on donne à son chien une petite poêlée de pommes de terre. Le Oui. mien, oui, mais il est très très mal élevé. préférera ça, c'est croquettes à mon avis. Bon allez, on va faire cuire nos patates. Est-ce que, tiens, pour faire cuire les pommes de terre, il faut les mettre, question toute bête, dans l'eau froide ou attendre que l'eau soit bouillante ? Froide. Qu'elle chauffe petit à petit. Contrairement aux pâtes, qu'on jette dans l'eau bouillante, les pommes de terre, on part à froid. On peut saler l'eau, c'est plutôt bien. Ouais. Faut les éplucher avant ou après ? Alors, la le cuisson ? mieux, c'est de les éplucher après. Elles auront plus de goût si on les cuit avec la peau et on les épluche après. Oh, c'est pas facile à éplucher après, on se brûle les doigts, là, on doit mettre la fourchette comme ça, et puis on enlève la peau. Oui, ça n'a pas l'air de vous intéresser trop, mon problème. non, mais... si, beaucoup. beaucoup. Non, mais c'est pas Moi, je facile, mets pas vous de les fourchette, léchez. je Vous le faites avec les doigts comme ça ? Oui. Ah oui, mais vous êtes belge, vous. Oui, c'est ça. Moi, j'épluche Vous êtes pas les pommes de terre à la main. frituriste, encore une fois. Je mettais pas les doigts dans l'huile bouillante pour les frites, je vous rassure. Mais... Donc on part Non à mais froid, si mais un Denis peu. avec une petite fourchette, c'est quand même assez facile, quoi, non ? D'accord. Oui, il faut gratter. Je vais réfléchir à la question. Je vous remercie. Non, ça me fait plaisir. On met un peu de bicarbonate dans l'eau, c'est toujours bien. Ah oui. Bicarbonate de soude, c'est très très bien. Du coup, ça cuit plus vite et ça fait digérer, c'est pas mal. Est-ce qu'on peut cuire des pommes de terre au micro-ondes ? Oui, on peut. Vous inquiétez pas, c'est une lettre RTL qui vient de C'est le L tomber. qui est tombé. Heureusement, personne n'a été RTL. blessé. C'est le L qui est tombé. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Nous, on l'a bien entendu en tout cas, et c'est pour ça que notre invité s'est interrompu. Alors, est-ce qu'on peut cuire des rassure ma famille, Est-ce qu'on tout va peut- bien. Tout va bien, personne n'est blessé. Est-ce qu'on peut cuire des pommes de terre au micro-ondes ? La réponse est donc oui. Oui, on peut. On les met dans à peu près un tiers d'eau. On couvre d'un film plastique, micro-ondes, une quinzaine de minutes. Ah, Et elles j'ai eu sortent peur, et j'ai tout. cru que c'était la question qui était maudite, qu'il y avait une deuxième lettre qui allait tomber en la reposant. Donc c'est bon. Donc on a appris ça. On peut cuire les patates au micro-ondes. Je crois qu'on a perdu Sidonie, donc je vais continuer. Est-ce Est-ce qu'on peut les fumer ? Ah, Oui, on pommes peut de les terre. fumer. Je suis pas sûr que ce soit nécessaire. Oui, on peut les fumer. On les cuit à moitié à peu près, genre un petit quart d'heure, une demi-heure, quoi, pour qu'elles soient à moitié cuites. On les met dans une boîte en métal qu'on va refermer après, genre grosse boîte de conserve, et on fait brûler doucement des brins de romarin ou de thym. Donc on les laisse, voilà, on fait c'est un peu le principe du tuyé dans le Doubs, dans le Jura, c'est-à-dire pour la charcuterie, on va fermer, on va laisser une demi-heure, 45 minutes. Très honnêtement, c'est original. Oui. Ça n'a pas non plus un intérêt gustatif D'accord. faramineux, quoi. Enfin, c'est bien meilleur quand on met du thym frais dessus, mais c'est rigolo. En même temps, Et j'ai puis eu elles peur prennent parce une que petite couleur, oui. c'est marrant. En écoutant la question de Sidonie, j'ai cru qu'elle voulait les fumer comme des cigarettes. Alors qu'en revanche, on peut les boire, les patates, ça c'est sûr. Ah, on peut les boire, oui. Et comment il faut les faire un tout petit peu Vous voulez la réponse plutôt alcoolisée ou Oui, non alcoolisée? très alcoolisé, oui. Eh ben c'est le schnapps principalement. C'est le nom de mon chien, parenthèse. Donc c'est le schnapps. Certaines vodkas sont faites à base de céréales, d'autres sont faites à base de pommes de terre. Et donc on peut en faire un alcool qui peut être relativement fort et assez goûteux. J'ai un petit message de ma cousine bretonne, Émilie Gégouzeau, qui me dit bah dis donc, tu fais un métier dangereux. Parce qu'on a failli se recevoir quand même une lettre dans le nez.
Voilà, je rassure ma famille aussi, je vais bien. Personne n'est blessé. Les bienfaits de la patate, de la pomme de terre sont inépuisables. Tiens, j'ai appris ça dans votre petit traité de la pomme de terre et de la frite publié aux éditions Le Sureau. On parlait de la vodka. Si on a pris une vilaine cuite à la vodka ou pas, à quoi peut servir la pomme de terre? À une pomme de terre cuite à manger froide avec la peau. C'est excellent. Attendez, cuite, froide. Donc on la fait cuire, on la laisse refroidir pour pas se brûler. Voilà, on fait ça la veille. Parce que déjà qu'on a un peu la gueule de bois, on va pas se brûler. Ça, voilà. Alors, on les prépare la veille? Oui, on les met au frigo et puis on les mange comme ça. C'est l'amidon qui va être... ça marche vraiment, ça? Ah, vous oui, l'avez testé? Oui, j'avoue. Et sinon, il y a autre chose, mais c'est un peu plus sauvage, c'est du jus de pomme de terre. Alors ça, pour le coup, c'est vraiment pas bon, mais c'est extrêmement efficace. Donc ça se fait avec un extracteur de jus, par exemple, c'est ça? Ouais. Extracteur de jus, et c'est très très bon pour la santé, mais en goût, c'est quand même pas fameux. Bon, on va peut-être la mettre, votre recette, à la fin de la liste. Hein, merci beaucoup, Pierre Brice. Oh, il y a une petite dernière. Il y en a d'autres? Oh, bah oui, il y en a plein des questions sur les tâches ménagères. Tiens, moi j'ai découvert ça aussi. On peut utiliser le jus de cuisson, c'est ça? On peut utiliser le jus de cuisson, on peut désherber un jardin, par exemple, ou une terrasse. Ça enlève toutes les mauvaises herbes. Il faut que le jus soit chaud. Enfin, le jus, non, l'eau de cuisson, quand on verse sur les... C'est un désherbant naturel. On peut s'en servir pour faire briller les cuivres, pour nettoyer le carrelage. On peut même faire de la peinture à base de pommes de terre et peindre sa cuisine à base de pommes de terre. On prend pas sa douche avec la pomme de terre, en revanche. Alors, non, mais par contre, des cataplasmes de pommes de terre, c'est parfait pour l'acné. Donc, vous dites ça pour moi? Non, pas du tout. Je ne me permettrai pas. Je dis ça pour tous les ados qui nous écoutent. Non, mais vous êtes sérieux parce que faut pas donner de mauvais conseils. Hein. Non, je vous assure. Ça sent un peu la patate, mais c'est vraiment très très bon pour l'acné. Oui, on peut pas tout avoir. C'est toujours l'amidon en fait. L'amidon qui est dans la pomme de terre a des propriétés terribles. Et donc, tu as une belle peau, mais qu'est-ce que tu sens la pomme de terre? Bon, voilà. Après, il faut se doucher. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais c'est un bon conseil. Ça m'a fait plaisir. Et tout ça, c'est dans le petit traité de la pomme de terre et de la frite qui est publié aux éditions Le Sureau. Merci infiniment, Pierre Brice Lebrun. Merci à très bientôt, micro de la curiosité. Avec plaisir. Vous écoutez RTL.